Lors du précédent épisode, nous vous avons posé la question suivante. À court d'énergie et de pouvoir, les aventuriers veulent rentrer au village se reposer. Votre mission consiste au contraire à les retenir sur place. Que faites-vous? Mike a choisi la réponse de Kevin, la réponse facile. Un tunnel s'effondre. Voilà, et des tonnes de pierres bloquent le chemin de retour. Maintenant, pourquoi ce tunnel s'est-il effondré? Eh oui, cette solution apporte d'autres questions. Quant à moi, j'ai choisi la solution de Mikey Mike qui propose de se tourner vers les objectifs des PJ. Et oui, si le groupe est bien créé, eh bien chaque personnage a des objectifs particuliers et c'est l'occasion de les exploiter pour ramener les personnages dans le donjon. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jet d'initiative où aujourd'hui on va parler d'un grand ancien puisque on va parler d'un jeu que tous les rôlistes connaissent et pratiquent si ça se trouve, l'appel de Cthulhu. Sandy Donc Julien, grand ancien. voilà. On va parler de Sandy. Et tu peux dire que tu es dans le jeu de rôle depuis plus longtemps que moi. C'est pas vrai, y a pas de preuve. Alors, l'appel de Cthulhu, on va surtout parler d'un produit qu'on aime bien, c'est la boîte d'initiation en fait de l'appel de Cthulhu, qui a été produite par Chaosium et traduite chez Edge il y a un petit bout de temps. Et alors on va commencer par les choses qui fâchent tout de suite. C'est dans une vilaine boîte en carton très très laide, avec une couverture qui ne fait pas l'unanimité. Je vais essayer de la montrer. Voilà, hop, tac. Voilà. La couverture que d'aucuns qualifient de dessin de Scooby-Doo. C'est ça. Voilà, donc la boîte a d'autres défauts. Mais alors, très rapidement, parlons un petit peu de l'appel de Cthulhu pour les rares qui ne connaîtraient pas. L'appel de Cthulhu, c'est un jeu de quelqu'un de merveilleux puisqu'il s'appelle Sandy Peterson. Et on peut dire qu'avec un prénom comme ça, c'était déjà très très bien parti. C'est un jeu d'horreur. Alors, c'est plus ou moins un jeu d'horreur en fait. C'est un jeu qui parle d'horreur, mais c'est pas vraiment un jeu d'horreur puisque la plupart des scénarios de Cthulhu se finissent quand même dans des scènes d'action pour la plupart des gens, quoi. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec de la dynamite, avec des mitrailleuses, des choses comme ça. Voilà. Alors ça reste quand même un jeu dont le thème principal est l'horreur et dont les principaux protagonistes, les joueurs, peuvent finir tout fous. Ils peuvent, à force de subir des traumatismes psychologiques et de rencontrer des abominations, eh bien, il y a de grandes chances qu'ils finissent un petit peu déments. Voilà, il y a tout un tas de mécanismes de folie, etc., etc. Alors, le gros avantage de l'appel de Cthulhu, c'est que c'est un jeu très simple. Il utilise un dé à 100 faces, enfin 2 dés à 10 faces, un pour les dizaines, un pour les unités, et puis on a juste à lancer ces dés et à faire moins que la compétence que la valeur de la compétence qu'on utilise. Et puis voilà, c'est torché. À côté de ça, on a 3 ou 4 règles de combat qui se battent en duel. Enfin, en fait, tout ça tient dans un tout petit livret dans la boîte d'initiation. Je crois que ça fait, je suis pas sûr, je voilà, 24 pages et voilà. À côté de ça, évidemment, quand vous avez fini la boîte d'initiation, vous pouvez tout à fait vous payer le luxe d'acheter le manuel du gardien et le manuel des joueurs, qui sont deux grosses pavasses. Et alors, je vous recommande tout particulièrement d'acheter plein de choses, parce qu'en plus, c'est pour une boîte pour laquelle je travaille, d'acheter l'écran de maître de jeu de Cthulhu qui est extrêmement bien fourni. Dedans, il y a plein de matériel, il y a des cartes, il y a un scénario, l'écran lui-même est très très réussi. Et voilà, c'est un des écrans les plus touffus, les plus fournis, moi, que j'ai pu trouver dans le jeu de rôle. D'habitude, j'ai tendance à vous dire l'écran, c'est un petit peu superflu. Il y a d'ailleurs des écrans qui sont tellement superflus qui sont même contre-productifs. On a envie de remplacer les tables qui sont à l'intérieur. Et ben là, celui de Cthulhu, c'est le contraire. Il est vraiment très bien fait. Alors, cette boîte d'initiation, je J'aimerais reviens. dire, Ouais, en vas-y, je fait, t'en prie. c'est 24 pages, mais les règles tiennent sur 10 pages, en fait, parce qu'il y a le système de création qui est aussi Oui. à l'intérieur du livret. Donc, sur 24 pages, il y a la création de perso et le système de jeu. Voilà, donc si vous investissez dans la boîte d'initiation, c'est une boîte d'initiation, c'est pas très courant, c'est une boîte d'initiation qui vous permet de faire vos propres personnages. Alors que la plupart du temps, on a des personnages pré-tirés et puis il faut se débrouiller avec. Bah là, tout est là. Il y en a aussi, Il y en mais a aussi. il y a aussi dans la boîte, en plus.
Ils ont leurs fiches qui sont déjà faites et tout, mais vous pouvez faire vos propres personnages. La boîte contient, je crois que c'est, alors je sais plus si c'est 3 ou 4 scénarios, c'est hop, 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 3. C'est 3 et il y a des feuilles vierges aussi de personnages à l'intérieur de la boîte. voilà. J'assiste Sandy parce que je vois qu'il a énormément préparé et moi absolument pas, mais j'ai le matos devant les yeux donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, Lui, non, c'est parce que c'est parce qu'en fait, on a 3 aventures à jouer en groupe et on a une aventure qui se présente comme un livre dont vous êtes le héros qui s'appelle Seul face aux flammes ou Seul contre les flammes. Seul contre les flammes. Ces scénarios, pourquoi ils sont très bien? Mais parce qu'ils sont courts, en fait. Ils sont très très courts. Ils sont adaptés aussi à des joueuses débutantes parce que ils ne mettent pas en place des situations qui sont très complexes. En fait, c'est des choses qui sont très très simples. Le premier, je pense qu'il peut facilement être terminé en 2-3 heures, même 2 heures, je pense. 3 heures, c'est beaucoup, par un groupe de débutantes parce que en gros, il présente une situation, un lieu, et voilà, c'est réglé. Et ça permet malgré tout de voir un petit peu tous les mécanismes du jeu. Le dernier scénario de la série est un petit peu plus fourni et il entre vraiment dans le vif du sujet puisque il est basé aussi sur une atmosphère historique et sociétale. Et puis, moi, mon préféré, c'est celui du milieu. Donc le deuxième scénario, il est très très chouette parce qu'il se passe dans une maison hantée et c'est le scénario traditionnel de... alors en ce moment on est en train de regarder la série The Conjuring avec mon épouse et qui est une très très bonne série pour plein de raisons. Une série de films et ça rappelle beaucoup ça. Voilà, vous avez un esprit maléfique avec des trucs pas cool et surtout je pense que ça peut donner lieu à une scène vraiment épique de combat contre les forces du mal. Donc c'est vraiment très très bien. Alors l'appel de Cthulhu, moi j'ai toujours pensé à l'origine que c'était un jeu compliqué et puis en fait après avoir discuté avec plein de gens, je me suis rendu compte que c'était le jeu avec lequel c'était le plus simple d'initier les gens parce que les règles sont très simples. Cette histoire de pourcentage, elle est compréhensible par tout le monde. Vous avez par exemple 54% je sais pas, en tir avec une arme à feu. Vous savez qu'il faut que vous fassiez moins de 54 avec votre dé. Et voilà, en fait, il y a guère de règles supplémentaires en dehors de ça. Il y a vraiment que des petites subtilités, évidemment. Quand vous ratez votre jet, vous pouvez faire d'autres choses. Enfin, il y a tout un tas de petites choses, mais la base est vraiment très facile à comprendre. Et du coup, cette facilité mécanique fait que le contexte du jeu en lui-même, ce que les rôlistes appellent le terrain de derrière, le background, ce contexte, ben, il est plus facile à appréhender, il est plus facile à jouer, et même si en réalité il est très complexe, parce que le jeu se passe normalement dans les années 20, donc c'est quand même un contexte vraiment bien spécifique, et ben, les joueuses n'ont pas de difficulté à jouer dans cet univers-là, et puis ça se passe généralement bien. Alors moi, c'est un jeu que j'ai vu beaucoup pratiquer, notamment par des bibliothécaires et des documentalistes qui le faisaient jouer donc à des lycéens et des collégiens pour les initier. Donc voilà, à côté de ça, le jeu, il est vraiment très très accessible. Alors, en plus, c'est un jeu qui bénéficie d'une gamme énorme. Il y a énormément de suppléments pour l'appel de Cthulhu, de suppléments de toutes sortes. Et ce qui est très bien, c'est qu'on en est à la septième édition. 7, c'est la V7? Ouais. Je confonds toujours la 6 et la 7. On en est à la septième édition, mais vous pouvez toujours prendre des scénarios de la première édition et les adapter, parce que c'est tout simple. C'est rétrocompatible globalement. Voilà, Les règles sont pas très importantes, on peut très bien s'adapter sans aucune difficulté. ouais, il y a peu de choses qui ont changé. Et puis ces règles, en fait, ben, elles sont pas très. C'est une mécanique qui est très très simple. Voilà, donc c'est un jeu que moi je me rappelle très bien dans mes débuts de rôliste, il y a bien longtemps, donc on parle du XVIIIe siècle à peu près. Non, il y avait Le des encore? Pardon? Il y avait des mammouths encore? Ouais, parce qu'il y avait des papoutes aussi. Ah voilà, exactement. Merci. Et, et je me souviens très bien d'avoir lu un article, c'était dans Jeux et Stratégie.
Donc à cette époque-là, il y avait deux gros magazines, il y avait Jeux et Stratégie et Casus Belli. Et dans Jeux et Stratégie, on te présentait, il y avait un dossier sur les jeux de rôle, et on te disait, l'appel de Cthulhu, c'est quand même un jeu de rôle qui est pointu, quoi. C'est un jeu de rôle qui est compliqué, ça va pas être facile, il faut des connaissances historiques. Enfin bref, c'est un truc. On te dissuadait, tu vois, de jouer au truc. Et en fait, le jeu n'est pas très compliqué et il est vraiment très très accessible. Tout le monde arrive à jouer. En fait, on joue une enquête d'Agatha Christie, mais à la place du meurtrier, il y a un poulpe de 18 mètres de haut. Voilà. C'est assez. C'est Je pense que. beaucoup plus compliqué qu'explorer des donjons, s'en sortir avec des pièges et mémoriser une mécanique de jeu avec des tacos et compagnie, quoi. C'est C'est ça. vachement plus compliqué, c'est clair. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, en fait, alors peut-être qu'à l'époque, c'était quand même, on parle des années 80, peut-être qu'à l'époque, on avait finalement beaucoup moins de références culturelles pour appréhender, par exemple, l'univers de Lovecraft. Aujourd'hui, l'adjectif Lovecraftien, il est quasiment entré dans la langue courante. Hein, dès qu'il y a un truc une horreur indicible, hop, automatiquement c'est Lovecraftien. Donc peut-être que c'était cet aspect-là qui était mis en avant en parlant de complexité pour Cthulhu, mais aujourd'hui c'est très très simple. Alors moi je le recommanderais vivement pour l'initiation parce que c'est rigolo. Alors parce que c'est rigolo. Et Vraiment. voilà, et justement, justement, le thème d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va pas passer très très longtemps sur le jeu en lui-même, parce qu'il est très très connu, et je vous recommande vraiment d'acheter ou de voler cette boîte, qui vaut une trentaine d'euros. Alors, 34,95 €, c'est une des rares boîtes d'initiation, vous avez vraiment tout dedans, il vous manque qu'un crayon à papier. Parce que dedans, il y a les dés, il y a les fiches, il y a absolument tout. Donc, il y Une a tout gomme ce qu'il aussi. faut pour. Il y a une Il gomme, manque ouais, ouais. Mais tu peux le faire en avec fait, du. ils ont fait tenir des amis dedans et une table et tout ça? Ouais, ouais, ouais. Mais des OK. petits amis. Des schtroumpfs. Si tu joues avec des schtroumpfs, tu peux Ça va le les faire. faire tenir dans la boîte. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans pour s'initier. Et puis, c'est une boîte d'initiation qui est pas. Alors, il y a des boîtes d'initiation que j'appelle des boîtes de bluff. Oui. Alors, c'est vraiment pas gentil de ma part, mais il y a des boîtes d'initiation où on te présente un système de jeu que tu vas utiliser une fois. Et tu vas t'initier au jeu de rôle avec. Tu vois, tu as la boîte d'initiation des éditions page blanche, machin chose, et tu vas t'initier avec ces règles-là et tu les utiliseras plus jamais. Parce que après, les éditions page blanche, ils ont rien fait d'autre. Ils ont pas fait d'autres jeux pour suivre. Alors que là, le temps que tu as investi dans ta boîte de Cthulhu, il est bien investi parce que normalement, tu peux jouer très très longtemps avec la gamme. C'est comme euh, pour parler d'autres boîtes qui sont légitimes, en tout cas à mes yeux. Il y a Chroniques oubliées, la boîte d'initiation de Donjons et Dragons, évidemment, ou celle de Star Wars. Voilà, ça c'est des boîtes où après tu vas pouvoir enchaîner avec des choses euh, qui sont dans la même lignée que ce que tu as commencé. Voilà, donc ça c'est la grogne du jour contre ces vilaines boîtes. Mais alors, ce qui est important avec Toulouse, c'est que c'est rigolo à jouer. Et, Oui euh, et et, non, c'est pas possible, c'est Lovecraft, ça c'est indicible, ça peut pas être drôle. et oui, c'est quand même bizarre. Alors, on a jeu et stratégie qui nous dit que c'est très compliqué. C'est un jeu historique. Est-ce que tout ça, ce serait pas quand même un gros tas de conneries? Et du coup, la question qu'on se pose avec Mike aujourd'hui, c'est jouer sérieusement, est-ce que c'est vraiment sérieux? Moi, il y a une époque où ça me frustrait un petit peu. Et, euh, et finalement, c'est pas que ça me vexait, mais je me disais, j'avais des scrupules en me disant, merde, quand même, c'est un jeu sérieux, quoi. Je veux Jeu dire, et stratégie. ouais, puis jeu et stratégie m'a dit que c'était compliqué. Alors comment ça se fait que ça passe crème là? Et surtout, alors j'ai joué avec des gens qui jouaient plus ou moins sérieusement. Je me souviens d'avoir fait une partie avec un MJ qui était assez génial et qui nous disait comment ce qu'on ressentait.
C'est-à-dire, tu vois le truc et là, t'es terrorisé, tu vois? Tu des sueurs froides et tu es en train de penser que et ton 1er réflexe, c'est de dire: «Non, non, mais attends mec, c'est moi qui pense, hein, donc tu là, t'es pas dans ma tête, t'es pas en train tu» mais et finalement, curieusement, à la fin de cette soirée de jeu, ça se passait très bien parce que c'était une façon de jouer, de jouer l'effroi qui était différente et qui fonctionnait très bien. Mais voilà, le gros scrupule que j'avais, c'est de me dire, de me dire: «Bah merde, j'aurais dû le jouer sérieusement». Alors, moi, ma conclusion, c'est que écoutez-moi bien, hein. Si vous avez envie de jouer Cthulhu très sérieusement avec des bougies, avec une atmosphère, et de vraiment vous faire peur, et si vous y arrivez, si vous avez des copains qui arrivent, c'est merveilleux, il faut le faire comme ça. Mais si vous n'arrivez pas à obtenir une atmosphère qui foute les miquettes, hein, qui vous fasse faire kiki dans votre slap, qui vous donne vraiment des frissons d'effroi, c'est pas grave. Si ça finit avec de la dynamite et des mitraillettes et avec des gens qui courent dans tous les sens et qui font n'importe quoi, est-ce que c'est vraiment grave? Et ben moi je trouve que non. Alors justement, on a posé la question à une amie. Bonjour, petit animal fragile. Calme-toi, je ne suis pas là pour te faire du mal. Aimes-tu Link et les cartons? Moi oui. Pourquoi l'histo? Et que foutre en historique aussi? Déjà, il faut te demander ce que toi, tu aimes dans cette époque. En quoi elle n'est pas qu'un misérable vernis pour dissimuler ton désir de posséder des Caligaïres. Bref, qu'est-ce qu'apporte l'époque choisie? Quelle mort, quel danger, quelles interactions, quel rapport avec soi, les autres et le monde? Et quel est surtout ton propre kink sur cette époque? Marion Zimmer Bradley a écrit Ces âges du chaos pour un concept autour duquel tout tourne, les armes à distance n'existent pas, et quand tu tues, tu dois regarder la victime dans les yeux. Pourquoi un jeu avec des armes à feu? Parce que tu aimes les armes à feu et que tu te sens capable de partager cet amour avec tes joueurs. Pourquoi un jeu celte? Parce que quand on critiquait l'écriture inclusive, les guerriers et guerrières vous cassaient un bras. Pourquoi le Moyen-Âge? Pour les furoncles plus 2. Pourquoi la découverte du pôle Sud? Pour la cocaïne et les pingouins? Cela va de soi. Bref, prenez ce qui vous plaît dans l'historique et qui vous touche dans une époque, et nourrissez-en le scénar et l'aventure. Les joueurs sont de petites créatures goulues et tu es là pour servir de machine temporelle. À bientôt. Des jeux historiques, il y en a pas mal. Il y a des jeux historiques purs et durs. Puis il y a des jeux historiques un petit peu frelatés. Donc l'appel de Cthulhu, il y a quand même, il y a pas que de l'histoire. Il y a aussi des gros monstres, il y a des choses pareilles. Mais les jeux historiques, parfois, c'est un petit peu, c'est quelque chose qui nous bloque. En tout cas, moi, c'est ce qui me bloquait quand j'étais ado. C'est un peu bloquant en fait de jouer à une période historique parce que on a toujours peur de faire une erreur, de commettre un anachronisme ou de dire une grosse bêtise. Et là encore, est-ce que c'est vraiment grave de dire des bêtises historiques? Est-ce que c'est vraiment grave de se planter dans la date de naissance de la montre à gousset ou du cinéma parlant? Est-ce que c'est vraiment dramatique? Et là, nous nous tournons vers un professionnel. Professeur Croitoru, qu'en pensez-vous? Alors, deux choses. D'abord, si on veut rester stricto sensu historique, si vous jouez à Cthulhu, vous devez jouer en anglais. Vous jouez aux États-Unis, vous jouez en anglais. Si vous jouez en français, déjà, vous n'êtes pas dans le thème. Donc, ça ne fonctionne pas. Le but premier d'un jeu de rôle, c'est de s'amuser. Donc, oui, il y a un cadre historique, mais je pense que justement, Cthulhu symbolise bien la chose. Il faut pouvoir être capable de se baser sur ça pour mieux s'élever et faire quelque chose à une proposition ludique qui soit intéressante, où on puisse traiter des sujets de société, comme le racisme, comme la misogynie, mais en même temps la traiter sur un spectre plus intéressant en utilisant un petit peu le recul qu'on a de l'âge auquel on se trouve. Si on prend quelque chose d'historique qui regroupe quand même pas mal de tensions chez les gens, en tout cas des grands fans, le Japon médiéval au hasard. Eh bien, c'est un sujet où très souvent, il y a plein de gens qui s'arrêtent à ne pas vouloir y jouer parce qu'ils ont peur. Ils se disent, mais attends, le Japon médiéval, moi, j'y connais rien. Comment tu veux que je joue? Et du coup, ça a bloqué énormément de gens et des gens qui ont joué jadis à Bushido. Je pense que, voilà, à part des gens qui connaissaient un peu des choses au Japon médiéval, il y a beaucoup de gens qui sont partis en courant parce que la proposition ludique, ils se sont dit, OK, il va falloir que je me tape des bouquins qui, d'ailleurs, n'existent pas dans la bibliothèque. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a très peu de bouquins qui existent sur le sujet où ils sont en anglais. Donc,
derrière, eh bien, très naturellement, les gens se sont plutôt jetés sur la légende des 5 anneaux, le livre des 5 anneaux, si on prend la première édition, bien sûr. Donc voilà, parce que c'était un mélange de Chine, de Japon, et on faisait un petit melting pot, et on utilisait des choses avec des règles un peu claires, mais d'un autre côté, on avait un petit peu une licence de tranquille. Ah bah toi, tu connais rien, tu te sens comme ça, te stresses comme que ce soit pas un univers historique, mais qui s'appuie sur l'histoire. Bon, ouais, tu joues crabe ou tu joues licorne, et puis fuck Hmm. la société. Tu fais un peu ce que tu veux. Donc, en fait, l'historique peut faire peur, et donc du coup, il y a des gens qui le rejettent naturellement sans même aller creuser, lire 2 pages sur Wikipédia ou autre. Mais d'un autre côté, on peut aussi se dire, bah attendez, pourquoi je me stresse là-dessus et pourquoi je ne ferais pas confiance soit à mes camarades qui sont autour de moi, au MJ, et en même temps à me dire, ok, on peut prendre de la hauteur, ok, c'est le contexte historique, mais on peut peut-être faire autre chose. Hmm. Et c'est ça, dans le principe un jeu sérieux qui n'est pas sérieux, ça peut être ça, se dire, on prend un contexte qui est assez bien détaillé, historique, et d'un autre côté, on l'utilise comme un tremplin, et ni plus ni Hmm. moins. Et on peut traiter des sujets divers et variés. Traiter Bah, l'homosexualité dans le Japon médiéval, c'est un sujet qui peut être super intéressant. Jouer à Wurm hmm. et pas être d'accord parce que tu sais pas tout sur les hommes préhistoriques. Et d'ailleurs, les historiens ne savent pas tout Non. sur le sujet. Eh ben Quoi? alors, Quoi? Mais moi, je c'est croyais grave. qu'on savait tout. Et oui, c'est un autre, alors, c'est un autre aspect, parce que alors, le sujet est hyper vaste, donc on va forcément dire des bêtises, on va forcément louper des choses, mais On va avoir des gens choqués qui vont nous écrire des commentaires en disant mais vous dites n'importe quoi, c'est certainement. n'importe quoi, vous avez cité des noms, c'est n'importe quoi, c'est vrai. Mais de toute façon, on dit toujours n'importe quoi déjà. C'est Donc notre... un peu plus, un peu moins. Et voilà, cette réalité historique, tant que vous n'avez pas une DeLorean à la maison avec un convecteur spatio-temporel, vous ne savez pas comment les choses se passaient à telle époque. Je pense qu'on arrive quand même à définir un truc, c'est que à partir du moment où tout le monde est d'accord autour de la table, Exactement. ça fonctionne. Alors vous allez me dire, c'est quand même le truc ultra bateau parce que finalement ça revient toujours un petit peu au même. Mais à partir du moment où on est tous d'accord, ça fonctionne. Et donc, ça veut aussi dire que si vous voulez qu'un scénario historique se passe bien, bah, il faut aller dans le sens de cette volonté-là. Il faut être d'accord. C'est-à-dire, si vous savez par exemple que le shogun machin chose, il a été tué en 1276 et pas en 1275, et que le MJ se plante et qui dit 1275 à la place de 1276, c'est peut-être pas super utile de le relever. Et ça vaut peut-être le coup de dire, allez, licence poétique, on va faire comme si de rien n'était, et puis on continue le scénario, il n'y a pas de souci. Tant que le MJ fait seppuku à la fin de la partie, tout va bien. Mais Voilà. d'ailleurs, en parlant de seppuku, on pourrait peut-être écouter quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à dire. Je veux jouer historique ou dans un univers richement décrit, mais la grande histoire en fait, ou les timelines complexes en fait t'intimident. Alors dédramatise, on n'est pas tous historiens d'abord, et on est là avant tout pour créer et vivre des histoires ensemble. Opte pour un angle et un cadre réduit, place quelques repères culturels en fait qui vont te servir de marqueurs ou référents historiques. C'est par exemple le petit village des Lucioles dans L5R, Tenga ou l'Empire des Cerisiers qui est isolé dans une vallée. C'est comme tous les villages, hein, on va au champ, on se réunit pour les fêtes, on prie une petite divinité locale. L'empereur, c'est une figure mythique lointaine. Les conflits historiques ou actuels en fait et d'importance, la vallée n'a pour le moment intéressé personne ou est totalement isolée. Quant à tes repères et marqueurs, justement, bah, ça va être un tori qui marque l'entrée d'un petit sentier qui s'enfonce dans les bois ou le moine qui entretient un hôtel. C'est aussi le samouraï qui passe une fois par semaine pour faire sa ronde et qui sert le petit seigneur local. Ensuite, bah, une fois que tu as fait ça, tu peux élargir le cadre en fait et intégrer tes éléments historiques plus larges. Il n'y a pas que les univers historiques qui ont une cohérence, parce que, alors, on ne peut pas aller dans l'histoire pour savoir tout ce qui se passait à telle ou telle époque, mais en revanche, lorsqu'on s'attaque à des œuvres littéraires ou cinématographiques ou des choses comme ça, alors on pense évidemment à Star Wars et à Tonton Tolkien. Là, par contre, on a toutes les sources. On a toute la documentation. Il n'y a que notre interprétation des sources qui peut intervenir, mais là, pour le coup, nous avons tous les faits. Alors, est-ce qu'on a le droit de se torcher avec l'œuvre de Tolkien, hein? Bah,
Déjà, il y a des pièges dans les univers fantastiques. D'abord, ils ont évolué avec le temps, hein. Il y a des choses qui n'étaient pas claires au début et qui sont clarifiées plus tard. Donc, naturellement, si on a joué à Star Wars dès le début et qu'on s'intéresse à la Force et qu'on l'a imaginé comme quelque chose, derrière, les midi-chloriens sont arrivés et on l'a eu dans le... Et tout ça. Donc voilà, donc déjà, naturellement, avec l'évolution de l'écriture des univers, pour des univers qui ont évolué avec le temps, comme les univers donc par exemple de Star Wars ou de Star Trek, mais aussi dans l'autre sens avec des univers comme ceux de Tolkien où il y a beaucoup d'écrits, mais il y a quand même beaucoup de zones d'ombre aussi. Et on est obligé d'interpréter parce que c'est pas un livre de jeu de rôle à la base, c'est un univers qui est décrit et il y a énormément de sources et il faut être capable de compulser et de pouvoir dire. Donc voilà, est-ce que je peux jouer dans l'univers de Tolkien et me téléporter ou faire du vol? Oui, des gens me diront que oui, bah si Gandalf il a eu besoin d'utiliser les aigles, tout ça, bah, c'est que forcément le vol, le sort, il n'existe pas. D'accord. Eh oui. Mais un genre de donge qui arrive dans Tolkien et qui va vous demander ah bah ouais, attends, alors moi je fais un sort de vol. Non, c'est pas possible. Alors après, Et voilà. ouais. Et qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Et effectivement, le point que tu soulignes, il est pertinent. Alors, moi, j'ai un exemple génial. J'ai Vas-y. Star Wars. Alors, Star Wars, tu vois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont immuables dans Star Wars. Alors, parlons du Bacta. Pour les gens qui connaissent, le Bacta, donc c'est c'est cette substance qui permet de tout guérir. C'est là-dedans que Luke Skywalker est plongé au début de l'Empire contre-attaque. Et donc, on s'imagine que c'est une composante immuable de l'univers de Star Wars. Et là, d'un seul coup, on a les romans de la Haute République qui sortent et on apprend qu'il y a 200 ans, eh ben, dans la galaxie, on n'utilisait pas encore le Bacta. Ça n'est arrivé qu'il y a 200 ans. Donc, tous les gens qui se disaient ah ouais, mais ça existe depuis très très longtemps, donc nous on peut jouer dans l'ancienne République, il y a 300 000 milliards d'années avant la bonne chronologie. Et ouais, mais vous pouviez pas utiliser de Bacta, les gars. C'est pas de bol, mais le Bacta, c'est il y a 200 ans. Et maintenant, cet élément-là de l'univers, il est canon, comme on dit en anglais. Voilà, il est gravé dans le marbre. Le Bacta, c'est arrivé il y a 200 ans. Alors, ça fait justement partie de l'intrigue parce que c'est un des enjeux du développement de la Haute République. Mais ça veut dire qu'on n'a pas la prise sur l'univers. Alors du coup, est-ce que c'est grave si justement, si moi à côté j'ai fait une partie de Star Wars il y a 500 ans, il y avait quand même du Bacta? Ben non, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas, moi en tout cas, ça va pas m'empêcher de dormir. Et, et je pense que ça va être le cas de pas mal de gens. Donc, alors, T'es un chic Bacta, toi? pardon? T'es un chic Bacta comme gars. Ouais, ouais. Je suis presque chou, un Ouais. chou Bacta. Mais voilà, donc à partir du moment où on est tous d'accord sur certaines choses, ça fonctionne. Alors, tout ça, toute cette réflexion-là pour dire que moi aujourd'hui, j'ai plus de scrupules à jouer historique. Quitte à saloper l'histoire. On a fait un bout de scénario historique il n'y a pas longtemps avec l'excellent Jérôme Larrey. Et je pense on a dû travestir l'histoire de plein de façons. Euh, et alors et je pense qu'on a tous survécu et qu'on a quand même passé un bon moment. On s'est beaucoup amusé malgré tout. Donc voilà, tout ça pour dire que il faut se décontracter vis-à-vis de l'histoire. Un petit peu, alors que ce soit l'histoire, que ce soit les œuvres littéraires ou cinématographiques, rien n'est sacré en fait. Tout univers, t'en fais ce que tu veux. Donc, il ne faut rien prendre comme étant sacré. Sinon, autant regarder des films et des séries qui Voilà. ont été validés par les autorités, parce que ça n'a aucun intérêt à partir du moment où on joue, et on joue dans un univers, il faut partir du principe que tout peut changer. Vous arrivez, vous faites partie de la bataille de Yavin dans Star Wars, et il se trouve que vous faites une erreur de pilotage, vous percutez le Faucon Millenium, il explose, et ben du coup Luke Skywalker, il va pas pouvoir tirer sa torpille, l'étoile de la mort ne va pas exploser, et du coup vous changez tout l'univers. Maintenant qu'on a bien bossé, ça va être votre tour. Donc, la question de la semaine, elle est super spécifique justement. Alors là, il faut connaître Star Wars, hein. Vous venez de faire mourir Lux Bonteri dans Star Wars. Un PJ vous répond que c'est impossible et vous savez pas si c'est vrai. Que faites-vous?
Alors, pour la petite histoire, hein, quand on s'est concerté tout à l'heure avec Mike, Mike ne savait pas du tout qui est Lux Bonteri. Donc, c'est un sénateur. C'est un sénateur qui apparaît dans Clone Wars et qui apparaît aussi dans un excellent roman qui s'appelle Battlefront 2 Escouade Inferno, que j'ai eu l'honneur et le privilège de traduire et que je vous recommande. Donc voilà. Le Lux. gars qui s'appelle Robert Pondichéry pour me le retenir. Voilà, j'ai son truc. Voilà. Donc voilà, quand vous avez ce truc, voilà, vous venez de faire une connerie, vous venez de casser un bout de l'univers et il y a un joueur qui vous reprend, qui vous dit ah non, c'est pas possible, lui il peut pas mourir, comment que. Voilà. Et donc qu'allez-vous faire? C'est ça la question de cette semaine. Alors on va vous laisser sur ce suspense insoutenable et puis on va aller continuer notre sieste, nous chacun de son côté. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines, tout simplement. Voilà, à dans 2 semaines. Excuse-moi, je rigole d'avance. On est bon? I was born ready. Tits up! Ah. Les joueurs, il leur fait une scène super de grosse tension. Ouais. Ça y est, je t'en ai. Et là, malencontreusement, Dark Vador pète. Ah, mais ça, c'est toi qui l'as décidé aussi. Donc ça peut pas. Faut que ça arrive par inadvertance, tu vois. Faut que ce soit un jet de dés. C'est toi qui pète en fait à ce moment. Oh, mais ça, mes joueurs, ils sont habitués. Tu bois dans un. Ah non, j'ai cru que c'était dans un bocal, Oui. mais non, en fait. C'est dans un urinoir, en fait. Je bois mon urine parce que. Tu bois dans ton crachoir, c'est sympa. Voilà. Chez les rôlistes, quand tu prends des intégristes de Star Wars, de Star Trek, de Tolkien, ils vont te dire ah ouais mais non, voilà, ouais mais non, mais c'est n'importe quoi. Tu fais très très bien avec l'accent en plus. Oh mais non, c'est n'importe quoi. Ouais alors je t'ai raconté quand on a tué Gandalf. Mais non, c'est pas possible. Oh. Tu peux pas avoir Gandalf. Aussi, c'était un magot niveau 30. Non mais il a même survécu au Balrog. Tu peux pas le tuer. Voilà. la tête figée, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, le mec qui dit ça, il est super fier de lui, il commence à tirer la tronche, à faire ah bon? Ah ouais? On peut pas? Vraiment? Ah merde? Bah non, tu peux pas. Et non. Bon, d'accord. Bon, bah, je vais dire à mon MJ que la prochaine fois, on refait la scène et on lui remet une talotte. Et voilà, on le retourne. Et voilà. Je t'ai piétiné. Eh oui, ça fait de l'expert, Marc. Hein. Ah bah. Alors, on va prendre Justine. C'est ça, on prend Justine. En tout bien, tout honneur. Oui. La caméra pour être bien face à la caméra et je te fous en l'air ton cadre. Bonne idée. Ouais, je vais être obligé de tout refaire, putain. Non, je suis pas au milieu. Attends. Non, mais je bouge pas. Je peux le changer sans problème. Je vais avoir la caméra en face de moi parce que voilà. j'ai pas confiance en moi. Attends. Et remarque. Garde. Ah merde. Attends. Attends, bouge pas. Hop, zut. Ah merde, je l'ai allongé, mais si je fais ça, tac. Tu vois, hop, on peut faire une combo. Alors attends, non, je me remets bien. Je bouge pas. Attends, bah oui, mais alors c'est moi qu'il faut voilà, faut que je mette exactement comme ça, que je rétrécisse un peu. Bouge pas. Hop. Chut. Merde. Je ne bouge pas. Les yeux ne sont pas à la même hauteur. Je prends une partie de ton nez, donc. Oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Alors prépare-toi, nous allons dire quelque chose. Ouais, alors vas-y. Anal Nafarat. Ulvath Bethot. Une boîte plus lourde que. Voilà, parce que.
Ah, tu. Passe-moi ta Ah ouais, boîte, en fait, mec. je la passe. Si Ouais. je te la passe, elle va se Et- transformer. Attends, vas-y, t'es prêt? Alors attends, ouais, vas-y. Ok, vas-y. Hop. Oh, elle est traduite. C'est un traducteur Elle est- express. Sandy Non, mais Julien, c'est- le traducteur Non, moi, express. c'est fabuleux. Ready? Ah ouais, tits up. Tits up. Et c'est parti.